Bah, non, je ne dirais pas si je suis déçu ou pas, parce que personne ne sait ce que j'ai voté, je ne le dirai pas, donc j'ai pas à m'exprimer là-dessus. Maintenant, je pense que les présidents de la République, quels qu'ils soient, font tous la même erreur. Ils pensent qu'ils sont élus sur un programme. Or, une présidentielle, ça ne se joue pas sur un programme. Les gens recherchent un individu où ils veulent plus de certains, ils en veulent un autre, ils veulent une vision, toute une série de critères qui rentrent. La preuve, regardez, 10 ou 20 fois, il a dû dire pendant la campagne électorale qu'il augmenterait la CSG. Et c'est maintenant que les gens réagissent. Ils ne l'ont pas entendu pendant la campagne. Ça s'est joué sur un homme. Oui, mais toujours, une présidentielle dans notre pays, hein, compte tenu de la Constitution, ça se joue essentiellement sur un homme ou une femme, enfin sur un individu, plus que sur un programme détaillé. Jean-Claude Mailly, on a un peu du mal à vous suivre. Vous étiez en première ligne dans la rue contre la loi El Khomri sous François Hollande. Là, a priori, cette loi de travail, c'est sûrement une loi El Khomri XXL qui se prépare. Et là, vous êtes dans la concertation. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, rien du tout. Et je vais très bien, ne vous inquiétez pas, et je suis toujours le même. Je n'ai pas changé. Le contexte a changé. Est-ce que ce sera une loi travail XXL? Je n'en sais rien. C'est moi qui ai sorti cette formule de loi travail XXL en disant si c'est ça, nous le refuserons. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais la philosophie, plus de flexibilité, attendez, ce sont des mots, projet. ça. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait, le président de la République, pendant sa campagne? Si on regarde ce qu'il a dit pendant la campagne, il a dit, je prends un exemple, sur la négociation, il faudra négocier plus d'entreprises, mais il faut aussi la branche. Il n'a rien dit d'autre. Après, comment on construit ça? Là, par exemple, on a déjà fait bouger les lignes, insuffisamment, mais on a fait bouger les lignes. Les prud'hommes, ça dépend à quel niveau vous mettez le plancher et le plafond. On a obtenu une augmentation, on ne sait pas encore de combien, de l'indemnité légale. Quand vous mettez une tête de gondole, après, ça dépend ce que vous mettez dans les rayons. Hein, et là, pour le moment, c'est pas bouclé encore. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, fin août, quand nous aurons les textes sous le nez, quelle sera la réaction de Force ouvrière. Peut-être que ça ira, peut-être que ça n'ira pas, mais il y a encore toute une série de points sur lesquels je n'ai pas de réponse. Est-ce que jusqu'ici, vous avez le sentiment d'avoir réussi à faire bouger les lignes sur certains points, et si oui, lesquels? Par exemple, ce que je disais, au début, on part d'un système qui, visiblement, même si on n'avait pas de texte, donnait toute la priorité à l'entreprise et le niveau national de négociation, la branche, ce qui était un des problèmes sur le temps de travail de la loi dite El Khomri de l'année dernière. Bon, aujourd'hui, la branche est préservée, il y a encore un ou deux points à régler, mais la structure est préservée. L'indemnité légale de licenciement, c'est une vieille revendication qui concerne tous ceux qui perdent leur emploi. On a obtenu, ça c'est sûr, son augmentation. Par contre, on ne sait pas encore à quel niveau elle sera augmentée. Donc il y a des points qui sont encore en discussion aujourd'hui. Donc vous savez, à partir du moment où votre interlocuteur ou vos interlocuteurs acceptent, parce qu'on l'a demandé, une véritable concertation. Moi, quand j'ai vu le président de la République, je lui ai dit, il m'a demandé c'est quoi une véritable concertation. Je lui ai dit c'est trois choses. Un, il faut détendre le calendrier, parce qu'au début, il voulait faire ce projet de loi de ratification au mois d'août. J'ai dit ça, c'est pas possible. Deux, il faut tout mettre sur la table. Il faut discuter de tout. Trois, on aura des lignes rouges ou lignes jaunes, peu importe la couleur. Il faudra les respecter. Alors il dit, on va essayer. Donc on essaye. Et on verra. Peut-être que ça ira, peut-être que ça n'ira pas. Je suis pragmatique. Certains de votre propre syndicat vous reprochent ce pragmatisme, vous accusent d'être trop conciliant avec le gouvernement. Est-ce que vous êtes sûr que votre base militante approuve cette méthode de concertation? Mais oui, écoutez, il y a toujours dans une organisation, c'est normal, c'est la démocratie, des gens qui pensent différemment, etc. Ça, c'est tout à fait logique. En général, c'est ceux qui pensent différemment qui s'expriment. Alors la majorité qui est d'accord ne dit rien. Non, ça m'inquiète pas. Puis il y a des instances dans l'organisation qui débattront, si bien dans tous les cas de figure. Non, je suis pas, j'ai pas l'air inquiet d'ailleurs. Est-ce que donc ce n'est pas vous qui avez changé? Non, moi je n'ai pas changé. Écoutez, l'année dernière, si on a réclamé de la concertation, une véritable concertation l'année dernière, on a fait des propositions, des contre-propositions qui n'ont jamais quasiment été examinées. Bon, à ce moment-là, quand on a entendu sur rien, l'année dernière c'est ce qui s'est passé, et on proteste, on a contesté dans la rue la réforme. J'aime pas dire El Khomri parce que c'est pas qu'elle en fait. Vous savez, là aussi, qui va décider à la fin du côté des pouvoirs publics? C'est le président de la République. C'était vrai avec Sarkozy. C'est vrai avec Hollande. C'est lié à notre Constitution qui donne un point important au président de la République et que ce poids a été renforcé avec le quinquennat. Donc toutes les décisions essentielles se prennent à l'Élysée. Il faut le feu vert et l'imprimature de l'Élysée. Donc il a le choix, le président de la République. Ou il veut que ça se passe, je dirais, sans grand trouble, relativement de manière cool. À ce moment-là, il faut qu'il nous entende. Ou il fait un autre choix, là, il aura tous les syndicats contre lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça, je suis pragmatique aussi, là. Édouard Philippe annonce ce matin dans Le Parisien que les textes seront prêts le 31 août. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit trop tard pour vous opposer si besoin? Non, mais attendez, on se serait opposé au mois de juillet-août?
Franchement, est-ce que c'est pas moi qui ai choisi de faire des ordonnances? C'est pas moi qui ai choisi de mettre ça sur la table tout de suite. Imaginez, tiens, qu'on ait dit, ah ben non, on veut pas concerter. Qu'est-ce qui se passait? Eh ben, il y avait les élections à l'Assemblée nationale. Il aurait passé en force son texte avec toute une série de choses là qu'on était sûr qu'on condamnait, parce qu'il y a des choses qui ont changé déjà. Donc, et au mois de juillet-août, franchement, je suis pragmatique, c'est pas là qu'on mobilise les foules. Hein, donc, on verra. Écoutez, moi, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison de mobiliser. Si ça se passe mal, il faudra mobiliser. Il y a toujours temps de mobiliser. Ça veut dire parce que vous laissez la 31 août, c'est le possibilité texte. d'appeler à manifester plus tard? Oui, je n'exclus rien. Je n'exclus rien. C'est fonction du contenu. Il y a encore des points clés qui ne sont pas résolus. Je pense qu'ils sont en train de commencer à écrire. Donc, on aura les textes fin août. Ça passe en Conseil des ministres le 20 septembre ou le 21 septembre dans ces eaux-là. Bon, donc, vous savez, on peut réagir très vite. C'est pas un problème, ça. Quelles sont vos lignes rouges? Ah ben les lignes rouges qui demeurent, il y en a encore sur l'articulation des niveaux de négociation sur la question des rémunérations. Il y a le niveau plancher, plafond des dommages et intérêts dans le domaine de prud'homal. C'est pas que le plafond, c'est un plancher qu'il faut également. Hein. Et ça, c'est pas réglé. On n'a pas encore le montant aujourd'hui. On veut que dans les entreprises au-delà de 50 salariés, la négociation soit l'affaire des organisations syndicales et pas comme le demande le patronat. Lui, il voudrait monter jusqu'à 300. Ça exclut pour nous. Voilà 3 ou 4 exemples où on parle beaucoup aussi du périmètre international et du périmètre national quand il y a un plan social. Aujourd'hui, c'est théoriquement le périmètre international. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que bien souvent, on a du mal à obtenir les informations d'un groupe qui est situé à l'étranger, même si c'est un groupe français d'ailleurs, qui a son siège à l'étranger. Ou quand on l'obtient, ça serait que 3 ou 4 ans après, exemple Molex ou Continental, et les gens ont été virés entre deux. Par contre, on ne peut pas accepter, donc on peut regarder sur l'international, ce serait mieux d'ailleurs que ce soit au niveau européen, par contre on ne peut pas accepter qu'une entreprise, délibérément, commence à affaiblir une filiale pour dire après, je la ferme. Hein, et ça, il y a des techniques pour faire ça, les prix de transfert, la fiscalité, etc. Donc, il faut qu'on règle ce problème-là. Le gouvernement dit qu'il va s'y atteler, j'attends de voir la réponse. Donc, si je vous suis bien, ceux qui, dans votre syndicat, disent il est peut-être endormi sur la loi travail, ce n'est pas le cas. Vous préférez jouer la concertation plutôt que le bras de fer, comme la CGT. Oui, chaque organisation fait son choix. Moi, chacun est libre. Vous savez, mais on se parle, hein, y compris avec Philippe Martinez. Je parle à Philippe Martinez, je parle aux 4 autres secrétaires généraux des confédérations. Et il comprend pourquoi vous n'appelez pas à manifester comme lui. Oui, parce que les organisations sont différentes. Vous savez, si toutes les organisations étaient pareilles, il n'y en aurait qu'une. Hein. Donc, il y a un pluralisme syndical dans notre pays, comme dans d'autres d'ailleurs. Ça correspond à des comportements, des conceptions différentes. On peut être allié à un moment donné, et puis pas l'être à un autre. C'est pas pour ça qu'on est fâché. Hein, ça, c'est du pragmatisme. Et j'insiste, Force ouvrière, c'est pas un parti politique, c'est un syndicat. Que les partis politiques fassent de la politique, c'est normal, soit dans la protestation. Quand ils sont dans l'opposition, quels qu'ils soient, ils sont dans leur rôle. La CGT aussi est un syndicat. Oui, la CGT est un syndicat. Non, mais je ne parle pas de la CGT, là, je dis par rapport à des partis politiques, etc. Être syndicaliste, dans ma conception, c'est aussi être pragmatique. C'est avoir son cap, ne pas en dévier, mais en même temps, si le contexte se prête à la concertation, on discute. Et franchement, il y a eu des discussions importantes, longues, etc. Après, on verra où le couperet tombera. Que pensez-vous de la méthode Macron sur la loi travail, le recours aux ordonnances? C'est pas ça qui me choque. Les ordonnances, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'ordonnance. C'est ça qui est important, c'est le contenu de l'ordonnance. Vous savez, il y a eu des textes qui sont passés par ordonnance qu'on considère aujourd'hui comme des progrès sociaux. Après-guerre, la sécurité sociale s'est passée par des ordonnances. La 5e semaine de POG payé, c'est passé par des ordonnances. Donc, ça dépend du contenu de l'ordonnance. Maintenant, c'est vrai que ça raccourcit quand même les calendriers. On voit bien que ça pose des problèmes, d'ailleurs, de calendrier entre la concertation que nous avons eue et que nous aurons encore avec le gouvernement et le rôle du Parlement. Parce que le Parlement, lui, se prononce sur le projet de loi d'habilitation. En gros, les députés, ils savent moins de choses que nous, quoi. Ils ont eu moins de débats que nous. Ça, c'est pas de ma faute. Donc c'est vous qui servez à quelque chose et pas les parlementaires. Non, c'est pas ce que je dis. Ça, c'est le choix de l'ordonnance. Oui, non, je ne dis pas qu'ils ne servent à rien. C'est pas ça. Mais c'est quoi un projet de loi d'habilitation? C'est comme dans un restaurant avec une carte. Vous allez au restaurant, s'il y a une carte, vous pouvez manger que ce qu'il y a sur la carte. Vous n'êtes pas obligé de tout manger. C'est ça. Projet de loi d'habilitation. Tout ce qu'il y a dans le projet de loi n'est pas obligatoirement traité et on ne sait pas comment on va le traiter. Que nous, on n'est pas là-dessus, on est plus sur la recette des plats, hein, pour le moment, sans savoir lequel on mangera à la fin. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça aurait été mieux d'ailleurs, franchement, que le débat parlementaire ait lieu après la concertation. Ça aurait été plus simple. Mais visiblement, je crois que ce sont les députés qui ont voulu activer le mouvement.
Donc vous êtes un syndicaliste constructif? Ah bah, toujours constructif, moi, sauf quand on m'écoute pas. Ah, quand il faut contester, on conteste. Vous savez, je dis toujours, moi, c'est un syndicat qui conteste jamais ou qui signe jamais rien, c'est comme un boulanger qui fait pas de pain, ça sert à rien, quoi. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est fragilisée, visée par une enquête pour favoritisme dans l'affaire Las Vegas. Elle est critiquée pour la plus-value boursière qu'elle a réalisée quand elle était DRH chez Danone. Est-ce que pour vous, elle est disqualifiée? Non, elle n'est pas disqualifiée. Écoutez, moi, je sais pas, je m'occupe pas de ces questions-là, hein, que ce soit quand elle était responsable de Business Europe, il y a une enquête, ben, que l'enquête se déroule. Business France. Oui, pardon, Business France, oui, je suis déjà une étape au-dessus. Business France, moi, je ne m'occupe pas de ces questions-là, je lui en ai pas parlé, d'ailleurs, on n'a pas évoqué ce dossier. Quant à l'autre dossier, je l'ai dit, les chiffres peuvent toujours choquer, moins que les footballeurs quand même. Hein. Bon. Mais en même temps... Neymar, 222 millions Bah oui, bon. Mais ceci étant, c'est au-delà de l'individu, c'est le mode de rémunération des dirigeants des grandes entreprises multinationales qui est posé. Ça n'est pas qu'en France. C'est partout, partout dans le monde. Ça s'est détérioré et on a mis en place ce système progressivement à partir des années 70. L'initiateur de ça, c'est un économiste américain qui s'appelle Milton Friedman. Il faut privilégier l'actionnaire, donc le financier au détriment de l'industrie et de l'entreprise. Voilà, bah on en paye. Alors les salariés en ont payé les conséquences, mais si vous voulez que les dirigeants de l'entreprise fassent le travail des actionnaires, bah c'est pour ça qu'ils les payent comme ça. Voilà. Mais ça, c'est le système qui est en cause. Pour parler de ce qui vous choque, Neymar, le transfert. Non, de mais c'est ça, mais ça vous choque? Non, c'est pas. Non, je dis que ça prend. C'est pas lui, je le connais pas, et je suis pas un fanat de foot en plus, donc c'est pas ça. Mais on a des sommes qui paraissent astronomiques. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est le marché du sport. Revenons au Code du travail. Est-ce que pour vous, c'est un livre sacré qu'il ne faut pas toucher? Non, écoutez, non, parce que le Code du travail. Enfin, faut pas croire que tout ce qu'il y a dans le Code du travail, c'est les syndicats qui l'ont obtenu. Dans le Code du travail, il y a des choses, c'est les employeurs qui les ont obtenues. Si on a une trentaine de contrats de travail qui existent dans notre pays, c'est pas la demande des syndicats, c'est les employeurs qui ont demandé et obtenu. Vous savez qu'on a un contrat de travail qui n'existe, précaire, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Le contrat, le CDD d'usage, voilà, c'est un contrat hyper flexible. Donc, dans le Code du travail, on peut changer des choses. On peut même le simplifier. Le problème, c'est qu'il ne faut pas remettre en cause des droits. Hein, même si les droits peuvent évoluer, c'est autre chose. Mais non, le Code du travail, c'est pas la Bible. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que la complexité du Code du travail est un frein à l'emploi? Oui, non, ça, j'y crois pas trop. Franchement, on peut Pourquoi? simplifier certaines choses. Ah, écoutez, non, il y a des... Je peux comprendre très bien j'ai toujours dit qu'un employeur de TPE ou de PME qui n'a pas de DRH, qui connaît pas le Code du travail, pas plus qu'il connaît le Code des impôts, le Code du commerce au passage, hein, bon, il est perturbé quand il a un problème. Ça, je peux comprendre. J'ai envie de dire aux organisations patronales, faites votre boulot. Parce que nous, quand un salarié a des problèmes syndicalement, on l'aide, on le soutient, etc. Bon, vous savez, bon... Tous les codes sont plus ou moins compliqués. Mais il faut arrêter de dire, voilà, il est épais comme ça. Oui, il y a toute la jurisprudence dedans. Ou de dire, en Suisse, il n'y a pas de code du travail. Oui, formellement, il n'y en a pas, mais il y a toute une jurisprudence qui est aussi importante. Vous savez, on entend tout et n'importe quoi. On se souvient que durant son discours devant le Congrès, Emmanuel Macron avait dit en souriant « La France n'est pas réformable ». C'est vrai? Bah, écoutez, on va voir. Je vous réponds à la fin du mois, au moins sur cette question-là, parce que c'est pas le seul dossier, il y en a un paquet d'autres derrière. Hein. Au moins sur cette question-là, ça veut dire quoi réformable? Ça veut dire faire des réformes. Si, écoutez, vous savez, dans le domaine du travail, je crois que depuis une quinzaine d'années, il y a eu 160 ou 170 lois. Alors, il faut arrêter de dire que la France n'est pas réformable. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Il y a des priorités. Je prends un exemple. L'un des problèmes de la France, je pense, c'est un problème d'instabilité juridique. On change trop souvent les règles. Franchement, il y a eu la loi de l'année dernière. On aurait pu attendre d'évaluer en faire une autre. Bon, voilà, elle n'est pas encore évaluée, elle commence à entrer en application, on en fait une. J'ai d'ailleurs demandé au gouvernement que systématiquement, pas seulement sur le travail, sur toutes les lois, il y ait une vraie procédure d'évaluation. Ça a marché, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, on retire. Voilà, et si ça a marché, on conserve. Et ça, ce sont des problèmes. Et instabilité juridique, vous savez, quand je discute avec des chefs d'entreprise qui sont des responsables de multinationales françaises dont la maison mère est à l'étranger, le premier problème qu'un PDG a à l'étranger, c'est de dire est-ce que la fiscalité va changer dans les 6 mois? Est-ce que les règles sociales vont changer dans les 6 mois? On aurait plus de stabilité, je crois que ce serait plus important. On a parlé du Code du travail, il y a la baisse des APL qui a fait polémique, les coupes budgétaires. Quel regard vous portez sur les premiers mois du chef de l'État au pouvoir?
Bah, il a un côté, tout le monde le disait, j'entendais les commentateurs tout à l'heure en disant un côté autoritaire, voire autoritariste. C'est quelqu'un qui décide, ça c'est évident, on le voit très bien. Bon, c'est une machine qui se met en route en même temps. Hein, et il veut imprimer sa marque, c'est lui le chef de l'État. Moi, je donne toujours, quand je les rencontre, à tous les chefs d'État, je leur ai donné 2 conseils. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Bon. 1, l'Élysée, c'est un bunker. Quand vous êtes à l'Élysée, vous êtes un peu comme dans une tour d'ivoire. Hein, donc, ça veut dire quoi? Il faut savoir bien s'entourer, les collaborateurs, et il faut avoir à l'extérieur de l'Élysée des capteurs. Voilà, des gens qui vont vous dire directement ce qu'ils pensent, ce qu'ils entendent au bistrot, dans la rue, etc. Et trop souvent, les présidents finissent par s'enfermer dans leur tour d'ivoire. C'est le cas, selon vous, pour le président de la République? Attendez, il vient d'arriver, on verra bien, mais c'est ça, ce serait une erreur. Vous nous dites, il est autoritaire, on peut être autoritaire et en même temps être ouvert à la discussion. Alors, on peut avoir de l'autorité, c'est une chose. Autoritariste, c'est mauvais, on a connu ça dans le temps. Non, mais autorité, il faut de l'autorité. Ben, enfin, quand j'ai discuté avec lui sur la méthode, quand il nous a reçus juste après son élection, il ne s'est pas montré obtus, puisqu'il a accepté de changer le calendrier et accepté de concerter. Le gouvernement fait des économies dans la dépense publique, donc aussi sur les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il a fait des erreurs. Enfin, écoutez, aller jusqu'à, par exemple, le gel du point d'indice. Il a été gelé depuis des années. Il a juste augmenté un tout petit peu l'année dernière. Alors, c'est le salaire des fonctionnaires, de tous les fonctionnaires. Le jour de carence, c'est une provocation. Il réintroduit. Qui avait été introduit, qui avait été supprimé et qu'il réintègre. C'est une provocation. Il s'est ressenti comme une provocation par les fonctionnaires ou une stigmatisation. C'est une erreur également. D'ailleurs, nous, on a demandé que s'il le maintenait, au moins que les fonctionnaires puissent savoir ce qui existe dans beaucoup d'entreprises du privé. Ça veut dire dans à peu près 65 à 70% des salariés du privé n'ont pas de jour de carence. Parce que syndicalement, on a négocié avec les employeurs pour qu'ils soient pris en charge par des systèmes de mutualisation ou de prévoyance. Pourquoi ça n'existe pas dans les fonctions publiques, ce système-là, par exemple? Après, il y a des inquiétudes chez les fonctionnaires, légitimes. Vous savez, il y a beaucoup de services qui sont à l'os. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai aux finances, c'est vrai dans toute une série de secteurs. Et il y a des inquiétudes sur l'avenir des missions. Ça fait des années que les fonctionnaires considèrent que le sens de leur mission, ils ne le perçoivent plus toujours, compte tenu des politiques d'austérité qui ont été mises en place et qui ont été aggravées après la crise financière de 2008, en France comme ailleurs. Mais est-ce qu'on peut réduire le train de vie de l'État sans s'attaquer aux fonctionnaires? Il y a toujours des économies à faire. Vous savez, au fil des années, au nom du libéral... Non, mais pas obligatoirement en supprimant des postes. Enfin, il y a un côté... Franchement, c'est facile de dire, j'ai 3 implantations d'impôts, par exemple. J'en supprime 2, j'en fais une centralisée. Et puis quand vous y allez, vous avez 180 personnes qui attendent. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de monde. Bon, c'est pas sérieux, ça. Et puis ça a été fait au rabot depuis des années. Mais on a créé au fil du temps, au nom des directives européennes, des opérateurs publics. C'est plus des fonctionnaires, ce sont des opérateurs. C'est plus la fonction publique d'État, c'est des opérateurs publics. On les a multipliés. Je suis pas persuadé que ce soit plus efficace. Et je suis persuadé que ça coûte plus cher. Voilà, il y a peut-être des économies à faire dans ce genre de choses. Ou toutes les aides aux entreprises. Qu'elles aient des aides, il n'y a pas de problème, mais au moins qu'elles soient conditionnées. On vous aide dans telles conditions. Et on regarde si les conditions sont respectées. Que là, ces dernières années, on a donné des aides sans conditions, à tel point où, y compris les études qui sont faites sur le crédit d'impôt compétitivité d'emploi, on n'arrive pas à mesurer l'effet. Oui, mais ça coûte cher quand même. Mais on a l'impression que sur le principe, tout le monde est d'accord pour réformer, éventuellement pour faire des économies, parce que l'État ne veut pas vivre au-dessus de ses moyens. Puis dès qu'on touche à quelque chose, c'est la fronde. Mais c'est pas que l'État ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Vous savez... la seule différence entre un État et un ménage, c'est qu'un ménage, quand il y a des difficultés, lui, il ne peut plus emprunter, il ne peut plus rien. Un État, il a toujours un levier, c'est l'impôt. Alors, après, il est contesté quand il augmente, mais on ne fait pas faillite comme ça, un État. Surtout un grand pays, c'est pas aussi simple que ça. Il y a les banques, etc., les banques centrales ou autres. Mais non, c'est pas que... Vous savez, réforme, ça dépend de ce qu'on appelle réforme. Si une réforme, c'est remettre en cause des droits, si vous prenez l'hôpital, où il y a une situation qui est hyper tendue, actuellement dans les hôpitaux, donc en problème d'effectifs, des problèmes de conditions de travail. Ça ne risque pas de s'améliorer si aucun ministère n'est protégé par ces coupes budgétaires. Ça c'est évident, ça va être le débat qui commence d'ailleurs sur le budget 2018. Il y a eu déjà les coupes qui ont été faites, vous voyez bien que les collectivités territoriales protestent sur les 300 millions d'économies, il y a des problèmes à la défense, il y a des problèmes dans d'autres ministères. On a dû, nous, insister pour que les crédits des contrats aidés
ne soit pas fortement amputé. Je ne sais pas à quel niveau ce sera. Donc il y a toujours des problèmes. Réformer pour améliorer, oui, mais c'est toujours le même problème, c'est quelle politique économique on veut suivre. Et là, j'ai rencontré 2 fois le président de la République, une fois après son élection et une deuxième fois avec les autres syndicats français et la Confédération européenne des syndicats sur les questions européennes. Là, il veut avancer sur les questions européennes. Je crois d'ailleurs que c'est un des points clés dans son raisonnement. Mais justement, c'est ce que certains dans l'opposition lui reprochent. Vous dites la question, c'est la politique que l'on veut suivre. Eh bien, le chef de l'État, il a été assez clair. Il veut par exemple se mettre dans les clous de Bruxelles avec la règle de 3% de déficit du PIB, par exemple. Oui, écoutez, moi je trouve que ça c'est une erreur. Alors, parce qu'il considère que si on doit bouger les choses au niveau européen, il faut montrer qu'on peut arriver aux 3%, d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, là, on peut lui suggérer des pistes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne sont peut-être pas les mêmes que les siennes. Mais l'engagement a été pris par la France. Oui, mais bien sûr qu'il est pris par la France. Vous savez, je lisais un article ce matin qui expliquait qu'on a atteint ce qu'on appelle la shadow finance, a atteint des records qui n'ont jamais été aussi forts dans le monde. Donc ça peut recraquer. Il ne faut pas oublier que les politiques d'austérité menées, notamment dans notre pays et dans d'autres, c'est aussi en grande partie lié à la crise financière de 2008 et aux dizaines de milliards qu'il a fallu mettre en œuvre pour aider les banques, chez nous comme ailleurs. Vous allez terminer votre mandat dans quelques mois. Quel est le bilan que vous tirez des 13 années passées à la tête de FO? Le bilan, c'est les militants qui le tireront plus que moi. Non, mais c'est un choix. On n'est pas secrétaire général si on ne le veut pas, parce que c'est pas 24 heures sur 24, mais c'est 365 jours par an quasiment. Mais non, c'est la rencontre avec les militants, les bons souvenirs déjà que c'est quand on arrive à gagner un dossier, quand vous arrivez à ce que des salariés ne soient pas licenciés, quand on arrive à obtenir tel ou tel droit. Bon, c'est une vie riche, ça, on ne peut pas dire le contraire. Vous avez connu 4 présidents de la République. Qu'est-ce que ça a changé? Ce qui a changé, moi je considère que ce qui a beaucoup changé, c'est le quinquennat. Je considère que ça a beaucoup changé les choses, parce que le temps est très réduit, c'est le même timing maintenant que les législatives, et ça conduit à renforcer le pouvoir du président de la République. Et le temps est plus court et ça renforce son pouvoir. C'est une erreur, ce quinquennat? Moi, je considère que c'est une erreur, oui, mais je considère aussi qu'on devrait faire une réforme constitutionnelle dans notre pays. Peut-être qu'il y en aurait une avec de la proportionnelle, par exemple. Vous savez, je crois que c'est un sociologue qui expliquait que la France, je crois que c'est Alain Caillé qui s'appelle, disait que c'est une monarchie sans culottiste, mais c'est pas faux. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'avoir été notre invité dans 24 heures en question.